Hmm. Très bien. Salam alaikum. Si vous permettez, je vais enlever le masque. Je serai quand même plus à l'aise pour parler. Alors, cette question de réintégration, elle provient d'une démarche contentieuse qu'a initiée Madame Saïd. Et donc, dans la procédure, elle prévoit une phase amiable, une phase de conciliation, qui peut effectivement prévoir la réintégration si elle est acceptée par l'employeur. Moi, par rapport à ça, mon positionnement, il est clair. Une réintégration est complètement inenvisageable. Pourquoi ? Tout d'abord, le licenciement en fait repose sur une cause qui est réelle. On est face là à un abandon de poste de 2 semaines où l'agent n'a pas signalé son absence et n'a pas répondu aux appels de son major de service. Elle a été entendue, elle a pu s'exprimer et apporter tous les éléments de justification en commission disciplinaire le 8 août. Et on a là un avis favorable au licenciement qui a été donné à l'unanimité. Vous savez, il y avait même peu de doutes sur la sanction, à tel point que pendant la réunion, la major et elle ont demandé s'il était encore nécessaire qu'elle continue de venir travailler. J'ai répondu là à Madame Saïd qu'elle devait prendre son poste comme prévu le lundi matin, dans l'attente de la notification de la sanction. Alors effectivement, l'agent n'est pas présent lors de la délibération, mais l'un des points sur lesquels j'avais beaucoup insisté en sa présence, un des points qui a pesé lourd, et je tiens là à le rappeler, c'est que Madame Saïd avait été convoquée déjà à une commission disciplinaire le 1er juillet, et elle avait refusé de venir le matin, donc à 10h, au prétexte qu'elle commençait son poste de travail, une garde, dans l'après-midi à 14h. À ce moment-là, pendant la séance, j'ai décalé la réunion. Le DRH l'a appelée pour la convoquer à 13h. Et là, elle n'est pas venue. J'ai quand même souhaité l'entendre et j'ai reporté donc l'audience à la prochaine commission. Donc pour moi là, il n'y a pas eu d'erreur, elle a eu le droit à sa défense et les éléments sont parfaitement justifiés. Voilà pourquoi sa réintégration n'est pas possible. Dans un deuxième temps, je dirais, son comportement après cette commission disciplinaire, après le 8 août, est tout simplement inacceptable. Et vous savez bien que entre un employeur et un employé, entre un employé et son employeur, on a un lien de confiance. Ce lien de confiance, il est définitivement rompu après tout ce qui s'est passé. Ouais, merci de poser cette question. Effectivement, dans une vidéo, j'ai entendu Madame Saïd dire qu'elle avait présenté tous les justificatifs de son absence. Et ça, c'est faux. Son arrêt de travail, il allait du 29 mai, il était de 10 jours, donc du 29 mai au 8 juin. Et donc, elle n'a pas justifié son absence qui allait du 9 juin au 22 juin. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été licenciée juste parce que elle était enceinte, mais parce qu'elle n'a prévenu personne durant les 2 semaines où elle n'est pas venue après cet arrêt de travail. Et vous savez, à l'hôpital, l'abandon de poste, c'est parmi les fautes les plus graves. Et à titre d'exemple, entre mai 2019 jusqu'à présent, il y a eu 30 licenciements pour abandon de poste. Alors, maintenant, on a effectivement l'inspecteur du travail qui, lui, a eu une interprétation étrange du Code du travail en ce qui concerne tout particulièrement la maternité, et il mentionne l'article 125 du Code du travail. Alors, pour être précis, cet article porte sur les 14 semaines de congé maternité, mais il mentionne également que toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente, peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. Alors, ce que j'ai expliqué à l'inspecteur du travail,
C'est que nous, par exemple, on a dans nos contrats, il y a un préavis d'1 mois lorsque une personne veut quitter, démissionner, quitter son travail. Elle ne peut pas le faire avant 1 mois de préavis. Là, tout simplement, il est permis pour une femme qui est enceinte de pouvoir quitter son travail sans faire le préavis et sans avoir à payer une indemnité de rupture de contrat. C'est-à-dire que l'agent devrait payer s'il ne réalise pas ses engagements qui sont au niveau du contrat. Bon, pour l'inspecteur, pour lui, Madame Saïd, étant donné qu'elle est enceinte, elle est libre de venir ou pas sans justificatif. Sincèrement, dire que toute femme enceinte peut ne pas venir ou quitter son service sans même prévenir son responsable est complètement insensé. Moi, je gère notre hôpital de référence. Ici, c'est pas une boutique de quartier où on vient, on va comme on l'entend, sans prévenir personne. Alors, maintenant, effectivement, on peut me demander de l'indulgence. Comme si c'est parce que être enceinte, c'est effectivement, par rapport à ses absences, une circonstance atténuante. Et le problème, en fait, avec Madame Saïd, c'est qu'elle ne mesure pas la gravité de ne pas venir et surtout de ne pas prévenir lors de ses absences. Bon, maintenant, elle est surprise, la preuve, elle est même surprise d'être sanctionnée pour 2 semaines d'abandon de poste du 9 au 22 juin de cette année. Alors, comment vous voulez, à un moment donné, pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît même pas sa faute ? Le jour même où on lui a notifié donc la sanction le 12 août, avec le prétexte d'une grève qui était complètement illicite, elle a abandonné son service. Ensuite, elle s'est peut-être persuadée, je sais pas, d'être victime d'un licenciement en raison de ses revendications pour une prime Covid. Bien évidemment, effectivement, les contractuels, comme tout salarié, ont le droit de grève. Maintenant, une chose est claire, là je suis catégorique, il n'y a pas eu de grève le 12 août 2020. Et encore une fois, pour être précis, c'est l'article 248 du Code du travail qui explique ce qu'est une grève. La grève est une cessation concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auquel l'employeur refuse de donner satisfaction. Ce qui est là surprenant, c'est que comment vous voulez imaginer que moi je sois contre cette prime alors que j'ai fait moi-même cette demande ? Nous savons tous que la principale revendication est portée sur cette prime Covid. Et moi, j'ai envoyé un courrier que les fonctionnaires avaient touché. Et j'ai envoyé un courrier au coordinateur national demandant l'élargissement aux 460 contractuels et également aux 80 bénévoles. Et dans ce courrier, j'écris « J'encourage vivement cette mesure pour des raisons d'équité ». Très clairement, moi je suis favorable à l'obtention de cette prime. Mais ça ne dépend pas de moi. Maintenant, pourquoi je refuse cette notion de grève ? De la même façon, une grève, il y a un préavis. Celui-ci n'était pas conforme. C'est simplement une lettre anonyme avec aucun expéditeur, il n'y avait aucune liste d'émargement. Et là, le Code de travail, encore une fois, il est clair. Ce n'est que les professionnels eux-mêmes, les concernés, ou une organisation syndicale qui peuvent notifier un préavis. Ici, pour les contractuels, les agents sont payés chaque mois et exiger un bonus, ça n'a pas du tout été la stratégie du syndicat. Eux étaient dans une logique, après l'Assemblée Générale du 18 juin, étaient dans une logique d'une phase de plaidoyer. J'ai rencontré le syndicat à plusieurs reprises à ce sujet. Moi, je les ai toujours rassurés. J'ai toujours été rassurant dans mon discours par rapport à la volonté du gouvernement de vraiment attribuer cette prime à l'ensemble des professionnels hospitaliers. Vous savez, même dans une vidéo, la vidéo qui a été faite au CHN, Madame Saïd elle-même déclare ne pas savoir où le dossier bloque, à l'hôpital ou du côté du gouvernement.
Vraiment, cette grève n'avait rien de sérieux et les organisateurs étaient parfaitement au courant de ça. Bon, heureusement qu'on a eu peu d'agents qui se sont laissés entraîner dans cette affaire. Alors sur cette question, c'est le SINAS et le représentant des contractuels qui est élu, qui sont mes interlocuteurs privilégiés. Je n'ai pas été sollicité par le collectif à l'initiative de cette lettre. Je n'ai pas été sollicité donc par ce collectif sur cette question, mais le syndicat les a rencontrés le 29 juillet, et y compris Madame Saïd. Le syndicat, lui, il a été clair sur les manquements et la non-reconnaissance de cette démarche qui est pour eux complètement illégitime. En plus, voilà, il considère que ça porte atteinte à l'image de la profession, et les contractuels, il n'y en a pas seulement à El Marouf. Bien sûr, nous comprenons parfaitement, je comprends parfaitement la frustration de ne pas encore avoir perçu cette prime, mais on n'exige pas un cadeau. En plus, de mon point de vue au niveau employeur, bon, ça dépend pas de moi, mais pour moi, la grève vient après les négociations. Moi, si j'avais reçu une liste d'agents, j'aurais entamé des échanges avec eux, on aurait discuté par rapport à ça. Et à cela, j'ai reçu un courrier qui parlait au nom de l'ensemble du personnel contractuel, alors qu'une majorité d'entre eux n'étaient même pas au courant de la démarche. Pour moi, c'est une usurpation. Maintenant, moi, il y a une question, j'ai une interrogation, il y a une question qui se pose. Pourquoi Madame Saïd a fait maintenir le mot d'ordre après l'échange avec le syndicat? Pourquoi insister alors qu'elle savait que l'employeur, que j'avais fait moi le nécessaire, envoyé tous les documents nécessaires, et que le syndicat lui-même suivait cette question de très près? Et puis, au chapitre des interrogations, être en abandon de poste et vouloir se présenter comme le défendeur des droits des contractuels et exiger une prime Covid, c'est surprenant. Et en pleine procédure disciplinaire, franchement, moi je trouve la coïncidence très très troublante. On a eu une commission disciplinaire qui a eu lieu le samedi, avec un avis défavorable à l'unanimité au licenciement, et le mercredi même, elle abandonne son service pour une grève fantôme. Bon, je n'ai pas reculé, j'ai notifié quand même la décision qui avait déjà été prise, même si elle était devant des micros à prétendre qu'elle défendait les droits des contractuels. Bon, tout ne dépend pas de l'hôpital, mais les accusations mensongères de Ramata Saïd ont porté vraiment atteinte à l'image de l'établissement. Déclarer qu'une centaine d'agents étaient en grève, c'était trompeur. Des personnes qui voulaient se présenter par exemple à l'hôpital ont pu être dissuadées en se disant non, je ne vais pas à l'hôpital parce que là-bas il y a une grève, je ne vais pas trouver ma consultation, on ne va pas me recevoir. Et vous savez, par rapport à cette pseudo-grève, nous avons recensé en fait 2 absents. On a recensé donc Madame Saïd et une collègue à elle de la pédiatrie. Elles ont toutes les 2 abandonné leur service sans même prévenir, que ce soit la veille ou 2 jours avant ou même le jour même, sans même prévenir de leur absence. Et ça, c'est complètement irresponsable et ça peut devenir dangereux pour nos enfants qu'on amène à l'hôpital. Bon, maintenant, par rapport à tout ce qu'elle a pu dire et déclarer, peut-être qu'elle n'est pas au courant, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais on ne peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. La diffamation est un délit. Déclarer être victime d'un licenciement abusif, créer une crise médiatique contre le CHN. Moi-même, j'ai été calomnié. Nous tous, nous avons pu voir les injures qui peuvent circuler, les insultes ou autres critiques méprisantes. Pour moi, aujourd'hui, la seule solution amiable
passe par un démenti et des excuses publiques de sa part. Bon, maintenant, si elle considère qu'elle veut se battre devant les tribunaux, très clairement, le CHN va se défendre. Non, non, non. Je n'ai pas tendance du tout à être défaitiste et la grande majorité des professionnels de l'établissement sont dévoués et ménagent aucun effort pour faire face à cette pandémie de Covid. Que ce soit les soignants, que ce soit médecins, personnel technique ou administratif, ils sont tous mobilisés et c'est encourageant. Même si les défis sont effectivement nombreux devant nous. Mais vous savez, voir là les travaux du CHU voulus que veut le chef de l'État, ça suffit à me motiver. Par contre, une chose qui est quand même importante dans cette histoire, il faut arrêter l'hypocrisie. Le manque de discipline, la négligence, le laxisme, à l'hôpital, ça fait des morts. Bon, pour finir plutôt sur une note positive, bon, je tiens à rappeler qu'il y a eu l'hommage national de la nation au personnel médical et soignant. Et oui, effectivement, je crois fortement en notre mission et nous avons une lourde responsabilité. Merci Mahmoud. Merci. Salam alaikum.